Le football fait battre le cœur de millions de supporters, c'est un sport universel et puissant, à tel point qu'il peut à certains égards dépasser les frontières nationales. Il peut alors être un lien que l'on entretient avec le pays d'origine. Dans cette nouvelle vidéo, parlons des diasporas du football, générique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Arena Foot pour une nouvelle vidéo et j'avais très envie de vous parler d'un sujet mêlant histoire, géographie, démographie et bien sûr football. On va parler des diasporas dans le foot, je vous donne une définition plus concrète de diaspora et de l'objectif de la vidéo juste après avoir fini l'intro. L'occasion de vous remercier pour votre soutien toujours de plus en plus important ces derniers temps. Bienvenue sur la chaîne à toutes celles et ceux qui sont arrivés il y a quelques jours ou qui me découvrent actuellement. Et puis comme toujours, n'hésitez pas les amis à déposer un petit like pour le référencement de la vidéo et de ma chaîne et puis à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Alors une diaspora c'est quoi? Selon le dictionnaire Larousse, une diaspora c'est la dispersion d'un peuple, d'une ethnie à travers le monde. C'est-à-dire en gros qu'une diaspora c'est l'ensemble d'une communauté nationale mais qui dépasse les frontières d'un État. L'exemple que beaucoup citent ce sont les Indiens qui représentent la plus grande diaspora dans le monde. D'autres citent les Chinois, la preuve dans beaucoup de villes dans le monde vous avez un quartier chinois. Alors, vous allez me dire, mais quels sont les liens avec le football? Eh bien, ils sont très nombreux, beaucoup plus forts peut-être que vous ne le pensiez. Ça va des clubs de foot fondés par des étrangers à des viviers de talents, en passant par des communautés de supporters, bref, plein de choses à évoquer. Et je vais vous le montrer avec des exemples concrets dans les différents chapitres de cette vidéo. Premier thème de la vidéo, c'est ce que j'ai décidé d'appeler les viviers, c'est-à-dire des pays où vous avez une forte proportion de population et de joueurs de football qui ont une origine étrangère commune. L'exemple peut-être le plus connu, ce sont les Turcs d'Allemagne. Environ 5 millions de Turcs ou Almano-Turcs habitent aujourd'hui outre-Rhin. Les Turcs ont commencé à arriver massivement en Allemagne de l'Ouest au moment du miracle économique des années 60 et vous avez aujourd'hui une grosse proportion de quartiers turcs dans des villes allemandes. Et ce vivier en Allemagne, on va le sentir jusque dans l'équipe nationale avec Özil, Gundogan, Serdar Tarci et tant d'autres qui sont des joueurs allemands nés en Allemagne issus de l'immigration turque. Là, on parle de joueurs allemands qui jouent ou qui ont joué pour l'Allemagne. On verra plus tard d'autres exemples d'Almano-Turcs, mais qui ont choisi de représenter la Turquie. D'autres viviers très importants, c'est notamment en Suède, où vous avez beaucoup de réfugiés syriens ou irakiens, et on ressent l'importance de cette diaspora, notamment par le football, et on en parlera plus en détail quand on évoquera les clubs fondés par des étrangers. Il faut dire que la Suède a souvent été une terre d'immigration. Avant, il y avait beaucoup de réfugiés d'ex-Yougoslavie qui arrivaient en Suède. L'exemple le plus connu, c'est bien évidemment la famille bosniaque, dont est originaire Zlatan Ibrahimovic. Cela se voit aussi chez les Kurdes, qui sont un peu plus de 100 000 en Suède. L'exemple des Kurdes est intéressant puisque dans de nombreux pays européens où cette diaspora est présente, eh bien le football devient un vecteur d'intégration dans les pays où s'établisse la diaspora. Dans le même temps, des clubs et associations de foot sont fondés et permettent de revendiquer une identité nationale kurde, chose assez forte puisque l'État kurde n'existe officiellement pas. Alors d'autres viviers sont intéressants à mentionner, notamment les Croates. La diaspora croate est ultra importante, c'est simple, on considère qu'il y a autant de Croates ou descendants croates partout dans le monde qu'en Croatie, c'est-à-dire environ 4 millions aux quatre coins du globe. Les migrations croates, on les retrouve bien sûr en Europe, notamment dans 3 pays, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, mais aussi au Canada, aux États-Unis et en Australie. Vous avez pas mal de joueurs qui ont joué ou jouent pour ces sélections et qui sont issus de la diaspora croate. Pulisic aux États-Unis, Ante Kovic, Josip Skoko, Popovic, Fran Karacic en Australie, ce sont des joueurs issus de la diaspora croate ou d'origine croate. Et puis dernier exemple de ces viviers où vous avez dans des pays des bastions localisés de diaspora, on peut mentionner les albano-kosovars en Suisse. Dans les années 80-90, en raison des tensions en Yougoslavie et du début de la guerre du Kosovo par la suite, beaucoup d'albano-kosovars vont migrer et la grande majorité atterrit en Suisse, à tel point qu'on considérait dans les années 2000 qu'un Kosovar sur 10 habitait en Suisse, environ 200 000. C'est à peu près pareil en 2023. Et aujourd'hui, on est sur la plus grande minorité qui vit en Suisse et je pense que vous le savez, c'est un des exemples les plus visibles dans une sélection nationale, en l'occurrence la Nati, Berami, Zemaili,
Tarachai, Shaqiri, Xhaka, Zekiri, Ouran Bislimi et j'en passe, vous avez ici l'exemple d'un vrai vivier. Ça nous amène à notre deuxième point qui témoigne de l'attachement qu'il peut y avoir pour la terre d'origine. On parle alors des joueurs nés à l'étranger qui jouent pour une autre sélection. Et on va voir l'imbrication avec les premiers points dont on parlait, c'est-à-dire les viviers. Si je reprends l'exemple des Turcs d'Allemagne, Altintop, Nuri Sahin, Özcan, Çalhanoğlu, Karaman, ce sont des internationaux ou ex-internationaux turcs nés en Allemagne, mais qui ont choisi de jouer pour leur pays d'origine. L'exemple de la diaspora turque est assez parlant, et on trouve aussi un écho d'ailleurs avec Kadiolu et Kökçü, internationaux turcs, eux aussi, mais nés aux Pays-Bas. Et si je reste sur l'Allemagne, on avait avant une plus forte résonance polonaise avec Klose ou Podolski, notamment nés en Pologne, issus de l'immigration polonaise et qui ont joué pour l'Allemagne. Reprenons l'exemple de la diaspora croate également. Simunic, qui est né en Australie, issu de la diaspora croate, a joué pour la Hrvatska. Vous savez, c'était le joueur qui avait écopé de 3 cartons jaunes à la Coupe du Monde 2006. C'était une erreur de l'arbitre assez incroyable. Pasalic, Stanisic ou Kovac sont issus de l'immigration croate-allemande. Ils jouent ou ont joué pour la Croatie, comme Rakitic, né en Suisse, Suzic et Kovacic, nés en Autriche. La Croatie puise une partie de son attractivité chez sa diaspora. Mais on peut parler plus globalement des pays balkaniques comme la Serbie ou la Bosnie, dont la diaspora en football est assez importante également. Ce cas-là, ça fait penser bien sûr aux nombreux joueurs africains qui sont nés en France, par exemple comme Aubameyang, né à Laval, qui joue pour le Gabon. Et un des pays africains qu'on peut citer qui a une grande diaspora parmi d'autres, c'est le Maroc, avec une diaspora en Espagne dont provient Hakimi ou Mounir El Haddadi, mais aussi une très influente aux Pays-Bas avec Hakim Ziyech, Mazraoui, Amrabat, Abourlal, Tissoudali, Idrissi et j'en passe, tous nés aux Pays-Bas qui jouent pour le Maroc. Encore un exemple très important. Je termine avec deux illustrations. Tolan Chaka, le frère de Granit, né aussi à Bâle en Suisse comme son frère, mais qui a lui choisi de jouer pour l'Albanie. Ça avait d'ailleurs donné une image sympa à l'Euro 2016 où lors de Suisse-Albanie, les deux frères s'étaient croisés. On cite bien sûr l'exemple des Boateng, les deux demi-frères sont nés en Allemagne d'origine ghanéenne par leur père. L'immigration ghanéenne était alors la première d'Afrique en Allemagne dans les années 90. Jérôme a décidé de représenter la Mannschaft, son frère Kevin Prince, un peu plus fantasque, a choisi de jouer pour le pays d'origine, le Ghana. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tout dire, je vous laisse les commentaires pour réagir et donner d'autres exemples si vous le souhaitez. Ça me permet de vous lire, c'est bon pour le référencement et puis comme ça je peux vous connaître ou vous reconnaître. Ces joueurs nés à l'étranger qui jouent pour le pays d'origine, ils témoignent de l'importance de la diaspora en football et ça va de pair avec les viviers et communautés qui se sont établis dans certains endroits du monde. Ça fait une bonne transition pour le troisième chapitre en quelque sorte de cette vidéo qui est les communautés de supporters dans le monde. Alors ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a par exemple des nations qui sont supportées partout dans le monde. C'est le cas de la France par exemple, qui a des ressortissants un peu partout. Mais ce soutien, et notamment pour d'autres nations, va de pair avec des viviers, c'est-à-dire des endroits où il y a une forte communauté. Par exemple, c'est simple, le Maroc est beaucoup plus soutenu dans certains endroits de France ou de Belgique qu'en plein milieu de la campagne thaïlandaise. Quelles sont alors ces grandes communautés? En France, étant donné que le pays a été une grande terre d'immigration, on compte pas mal de bastions, notamment les communautés italiennes de Lorraine ou du nord de la France, polonaises, bien évidemment dans ces mêmes régions, mais aussi portugaises, pensons à l'Île-de-France ou dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté algérienne, turque, marocaine, tunisienne, etc. Bref, il y a des fortes communautés. On peut en dire pareil de l'Allemagne, qui est aussi une grande terre d'accueil et qui, sur son sol, a de grandes communautés ukrainiennes, croates, serbes, grecques, turques, polonaises, tchèques, etc. C'est aussi pour ce point que je le dis depuis très longtemps sur Twitter, pour ceux qui me suivent, que l'Euro 2024, ça va être un euro de la ferveur et de la passion en Europe, parce que l'Allemagne est frontalière de très nombreux pays, ça va voyager comme jamais, c'est un vrai carrefour, et elle a beaucoup de ressortissants de communautés étrangères. Bref, ça va brasser dans les stades et dans les rues. En Europe et dans le monde, une des plus grandes communautés qu'on voit souvent pour du football, c'est l'Italie. Que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie ou au Canada, le jour où l'Italie a célébré l'Euro 2021 par exemple, ça a été une vraie communion dans le monde entier. Et en fait, la nationale, c'est devenu pour des centaines de milliers d'Italiens ou de descendants d'Italiens le lien principal avec l'Italie, le lien restant qui est à la fois social et culturel. Je suis plutôt bien placé pour en parler si vous me suivez depuis longtemps. Et cette diaspora, elle a inspiré un artiste français qui en est d'ailleurs issu, Paolo Del Vecchio, qui a conçu un projet et un maillot intitulé Squadra Diaspora, un maillot qui associe football et immigration
l'immigration italienne et qui rend hommage aux populations italiennes réparties dans le monde entier. La symbolique est plutôt belle avec ces ondes qui se diffusent. Aujourd'hui, c'est environ 60 millions d'individus hors des frontières italiennes qui ont des origines transalpines. Le football a donc un rôle assez fédérateur, important, et dans l'histoire récente italienne, vous avez encore des joueurs nés à l'étranger ou qui ont des origines et qui souhaitent porter le maillot de la Squadra Azzurra. Mentionnons encore d'autres diasporas et communautés de supporters, bien sûr, on en a parlé, mais les Maghrébins dans de très nombreux pays, la Belgique, la France, les Pays-Bas, les Albanais en Suisse, on l'a dit, les Portugais au Luxembourg ou en Belgique, les Irlandais aux États-Unis, mais aussi les latino-américains en Europe et notamment en Italie. J'ai découvert assez récemment qu'il y avait beaucoup de Péruviens, Vénézuéliens, Colombiens ou Argentins dans certaines villes d'Italie. Le sacre au Mondial 2022 de la Albiceleste, par exemple, a été fêté dans de nombreuses villes. Florence est ici à l'image. Et puis, j'ai envie de conclure ce passage de la vidéo par une diaspora encore plus originale et assez incroyable. Elle n'est pas nationale, mais elle est en rapport avec un club et en l'occurrence une ville, à l'image Londres, New York, Buenos Aires. Voici la diaspora napolitaine. Vous avez toujours un resto, un truc qui s'appelle Napoli dans une ville, quelque chose en rapport avec la cité du sud de l'Italie. Vous avez, je sais pas, une photo de Maradona, une photo d'un Scudetto, enfin quelque chose comme ça. Et c'est directement relié au club de foot de Naples. Parfois, ce sont directement des Napolitains, parfois des descendants. Mais ça montre tout cet attachement à la ville et à son football. Dernier chapitre de cette vidéo que je trouve super intéressant, j'espère que vous aussi, il est l'heure de parler des clubs de football fondés par des étrangers. Alors, il y a des exemples très connus, d'autres beaucoup moins, que j'ai découvert en préparant le tournage. Le plus connu d'entre tous, je pense que c'est le Celtic Glasgow, club écossais fondé par la diaspora irlandaise. La page Celtic francophone sur Twitter, que je salue, avait répondu à un de mes tweets en disant « Eh oui, le Celtic, un club irlandais en Écosse ». Mais c'est ça, il y a une telle proximité historique qui est restée revendiquée par les supporters, par les symboles, les couleurs et bien sûr le drapeau qui est très visible. Le club est massivement soutenu en Irlande. La Green Brigade, un des groupes ultras du Celtic, a souvent réalisé des tifos en mémoire de l'Irlande, que ce soit en mémoire de la grande famille qui a justement poussé l'exode de beaucoup d'Irlandais, en hommage aussi aux figures de la lutte de la cause irlandaise ou à des événements importants de l'histoire de l'Irlande. Le lien avec la diaspora irlandaise est ici assez exceptionnel, franchement c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça c'est pour l'exemple le plus connu, mais vous en avez plein d'autres et je vais vous en citer pêle-mêle. On connaît bien sûr l'influence des immigrants anglais, notamment les dockers ou les étudiants. C'est comme ça qu'ont été fondés la Real Sociedad, l'Athletic Club, Le Havre, l'AC Milan, fondé par des étudiants anglais, notamment, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment lors du derby Milan-Inter, mais aussi en Amérique latine ou en Argentine avec le Newell's Old Boys, mais aussi au Brésil, où les Britanniques sont présentés comme les importateurs du football. Autre exemple, le Barcelona Sporting Club en Équateur, fondé par des migrants catalans. Alors vous voyez que le logo et le nom du club sont imprégnés à fond des identités du FC Barcelone. Ça plaît d'ailleurs pas trop au Barça. La Nicosie a été créée par des Grecs. D'ailleurs, Apoel, ça veut dire club de football athlétique des Grecs de Nicosie. En Allemagne, je vous parlais de l'influence de la diaspora turque. Vous avez deux clubs de 4e division qui en sont totalement imprégnés. Le Türkgücü München à Munich et le Türkiye'mspor Berlin à Berlin. Deux clubs fondés par la communauté turque, vous distinguez le drapeau turc. En Suède, j'en parlais aussi, mais forte présence de Syriens, de Kurdes et de populations d'ex-Yougoslavie. Des orthodoxes de Turquie et Syrie ont fondé le club de Syrianska FC, des Kurdes ont fondé le Talkurd FF, et des migrants d'ex-Yougoslavie ont fondé en 1962 le FBK Balkan. Au niveau de la diaspora croate, pareil, deux exemples parlants, le Toronto Croatie fondé en 1956 et le Sydney United formé en Australie. Les deux clubs ont été créés par la diaspora croate et la présence du damier rouge et blanc témoigne de cette appartenance. Et puis un dernier exemple, peu connu puisque c'est un club amateur mais c'est en France, c'est l'Ugia Ardziv à Marseille, fondé par la communauté arménienne aux couleurs du drapeau arménien et qui est très présent d'ailleurs dans le sud de la France, cette communauté. Il faut savoir que l'État arménien joue beaucoup sur l'influence de sa diaspora et milite pour que celle-ci soit efficace pour développer le football arménien. Mkhitaryan, qui a vécu en France, et Youri Djorkaeff sont des exemples régulièrement cités comme ambassadeurs du football arménien. Voilà pour les clubs, il y en a encore d'autres, donc je compte sur vous en commentaire si jamais vous en connaissez. Il y en a même de très célèbres que j'ai laissés, donc n'hésitez pas à partager tout ça, ça me ferait très plaisir. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai trouvé la thématique assez intéressante, j'avais voulu vous la partager. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et en explosant la barre des pouces bleus si ça vous a plu, ça soutient tellement la chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Ultra Politique. Allez, ciao ciao.